Bonjour. Donc, on va reprendre cette partie du cours qui on a commencé la semaine dernière. Donc, on avait parlé de comment classifier les polymères et on avait vu la différence entre polymères naturels et synthétiques, polymères réticulés, polymères linéaires. On avait parlé des propriétés économiques et on avait commencé à parler du problème du recyclage des polymères. Donc, je pense qu'on avait parlé du recyclage des polymères thermoplastiques et je pense qu'on avait commencé à parler du recyclage des polymères thermoset et des recyclages des élastomères. Donc, je crois qu'il faut recommencer à parler des recyclages des matériaux dans lesquels vous avez un polymère, une partie de votre matériau est un polymère et une partie de votre matériau est un métal. Et donc, vous avez des objets dans lesquels vous avez une partie polymère, par exemple thermoset, comme dans les couteaux, et une partie métal. Vous pourrez récupérer les polymères pour les recycler, mais il faut aussi trouver une façon de récupérer les métals pour les recycler. On a aussi la problématique de recycler les câbles électriques. Dans les câbles électriques, on veut récupérer les cuivres, qui est le métal conducteur, mais c'est intéressant aussi pouvoir recycler, ce serait intéressant pouvoir recycler aussi les caoutchoucs. Vous avez aussi les stylos, les crayons, beaucoup de types de plastique, mais c'est difficile aussi à séparer et à recycler. Et les crayons et les stylos, ils ne coûtent pas beaucoup, donc on les jette. Mais on jette toute cette matière première, un type de plastique, un autre type de plastique, un élastomère ici. Aujourd'hui, on a un grand problème de recyclage de couches. C'est des couches pour les enfants, on ne les recycle pas. Ils sont sales, mais on a beaucoup de polymères qui sont utilisés pour les faire. Il y a la cellulose, il y a les plastiques imperméables, les hydrogels. Et donc, on utilise beaucoup de matériaux qu'après on jette. On avait aussi les problèmes du recyclage de chaussures. Il y a quelques années, ces professeurs anglais, c'était les seuls qui avaient proposé une méthode pour recycler les chaussures. La difficulté de recycler des chaussures, c'est qu'il faut déchirer la semelle de la partie textile. Et donc, lui, il avait construit une machine pour séparer les semelles de la partie textile acrylique ou cuir. Et tout ce qu'on voit ici, c'est les broyages des semelles pour recycler les caoutchoucs. Aujourd'hui, en France, les chaussures sont de plus en plus collectées. Par exemple, Decathlon collecte les chaussures de sport. Et on commence à recycler beaucoup les chaussures. On a encore des matériaux plus difficiles à recycler.
parce qu'on a des couches de polymères et d'autres couches qu'on ne peut pas séparer mécaniquement. Un exemple, c'est le Tetra Pak qui est utilisé pour les emballages alimentaires, pour les laits, les jus de fruits. Donc, on a beaucoup de Tetra Pak à la maison et on les recycle comment? Le Tetra Pak, il est constitué pour 70% de carton, 20% de polyéthylène, un polymère thermoplastique, et 4-5% d'aluminium. Quand les briques de Tetra Pak sont récupérées et sont réduites en balles et ensuite en morceaux, ils sont envoyés dans un grand cylindre. Il y a de l'eau qui va passer à travers et l'eau va dissoudre les cartons. Donc, les cartons est collecté sous forme de poulpe et cette poulpe, elle peut être réutilisée pour faire de feuilles de papier. On obtient comme ça les papiers ou les cartons recyclés. Tous les produits faits avec les papiers et les cartons recyclés. Ensuite, ce qui n'est pas soluble dans l'eau, c'est les polyéthylènes. Et les polyéthylènes, il est utilisé justement pour être collecté et utilisé pour faire des nouveaux récipients. Et l'aluminium non plus est soluble dans l'eau et il peut être collecté et séparé du plastique très facilement et donc il est récupéré pour être recyclé. Vous savez, l'aluminium, c'est un matériau qu'on peut recycler à l'infini. Donc, ceci, c'est un bel exemple de comment on peut recycler un matériau où les polymères, il est seulement une couche très, très, très fine. Mais il y a d'autres objets dans lesquels vous avez un film polymère, une couche très, très fine, et vous ne pouvez pas les solubiliser pour les récupérer. Ici, on a comme exemple une cellule organique photovoltaïque. Dans les cellules organiques photovoltaïques, on a des polymères conducteurs ou semi-conducteurs. Donc ici, c'est les PEDOT, PSS, et un autre polymère conducteur et un autre polymère accepteur. Donc dans les panneaux solaires, quand il y a la lumière qui arrive, elle passe à travers une couche transparente. Une couche conductrice et transparente, c'est ITO, c'est l'oxyde de indium et éthane, et ça permet de faire passer la lumière, mais aussi les électrons de un polymère. Et ça, c'est un des électrodes qui va perdre des électrons. Et ensuite, on a un deuxième électrode qui va accepter les électrons grâce à les couches de polymères conducteurs et accepteurs. Donc, les couches de polymères dans les panneaux solaires, c'est entre beaucoup de matériaux et c'est très compliqué pour l'instant savoir comment, quand on aura terminé d'utiliser les panneaux solaires, on pourra les recycler. Donc, il faut réfléchir comment on va recycler ces polymères. Donc, on a parlé on est parti en parlant de la grande pollution qui est provoquée par les matériaux polymères. Et on a dit, une solution, c'est de recycler les polymères. Et on a vu qu'on peut recycler les polymères thermoplastiques
en broyant et par fusion, et on pourrait faire un nouveau polymère thermoplastique. Les polymères thermosets, c'est plus difficile. Il y a les méthodes thermiques ou les recyclages chimiques ou les recyclages mécaniques. Et on a des polymères qui sont des matériaux composites. Et c'est donc la première problématique, comment on extrait les polymères et comment on les recycle après. Mais une autre solution pour réduire l'impact sur l'environnement des polymères, c'est de utiliser des polymères biodégradables. Et je voudrais donner la définition de polymères biodégradables, de biopolymères et de bioplastique. Donc, on va venir sur cette diapo plus tard. Un polymère biodégradable, c'est un polymère qui est dégradé par l'action de micro-organismes. Donc, ça veut dire qu'ils sont des bactéries, des champignons ou des levures qui doivent pardon, dégrader les polymères. Si vous mettez un polymère dans la nature, il va se dégrader. Si vous avez des acides, si vous avez des solvants, l'eau, l'oxygène et l'ozone de l'air peuvent dégrader les polymères, la chaleur, les stress mécaniques vont casser les polymères. Il y a beaucoup de polymères qui sont sensibles à la radiation. Et on parle de la lumière qui va dégrader des liaisons, donc la photodégradation. Et on parle aussi de oxodégradation et thermodégradation si votre polymère est abîmé par l'oxygène ou la chaleur. Mais ça, ce n'est pas de la biodégradation. Biodégradation, c'est quand un organisme, comme une bactérie, ou un champignon, ou une levure, est capable de produire une enzyme, et cette enzyme va catalyser la coupure de liaisons covalentes dans les polymères. L'organisme doit pouvoir utiliser les polymères comme source de carbone, et donc les polymères, il est sa nourriture, il rentre dans son métabolisme, et ce qui est dégagé, c'est du CO2, enfin pardon, c'est de l'eau. Non, pardon. Ce qui est dégagé, c'est du CO2, et les polymères ensuite est assimilé. Il y a des normes, des règles pour les compostages. Si on a un polymère qui doit se dégrader à la maison, on parle de home compost. Et voilà. Home compost. Pour l'home compost, après 6 mois, les polymères, ils doivent être dégradés. Parce qu'au compost, on ne peut pas contrôler température, on ne peut pas contrôler conditions. Ou on a les compostages industriels. Dans les compostages industriels, on a des réacteurs. Et dans les réacteurs,
on peut contrôler les conditions de température, d'oxygène ou absence d'oxygène. Et les résultats, c'est que votre polymère, il va se dissoudre. Donc, les problèmes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bactéries ou de champignons ou des levures qui produisent des enzymes qui savent dégrader un polymère. Les enzymes, je ne sais pas si c'est écrit dans cette diapo, ici, les enzymes qui peuvent casser les polymères s'appellent lipases et sont capables de couper des liaisons ester. Donc, si vous voyez les polymères biodégradables qui sont utilisés, ils sont tous de polyester, comme les polybutylènes succinates, qui est obtenu par polycondensation à partir d'un diacide, l'acide succinique, et d'un dialcool, l'1,4-butandiol. C'est un polymère thermoplastique et cette liaison ester, elle est coupée ici par des bactéries ou des champignons. Et les résultats, que eux, ils vont utiliser les polymères comme source de nourriture et ils vont dégager de l'eau et du dioxyde de carbone. Un autre polymère commercial très utilisé, c'est le polycaprolactone, un autre ester, qui est obtenu de la polymérisation de la lactone et qui est aussi biocompatible. Et les enzymes qui coupent les liaisons ester, donc les estérases et les lipases, existent aussi dans notre corps. Et donc, la polycoprolactone peut être utilisée pour des objets qui vont dans notre corps et qui ensuite ils sont hydrolysés. Par exemple, comme les points de suture qui vont disparaître. Et après, il y a d'autres polymères biodégradables qu'on commence à utiliser de plus en plus parce qu'il y a une loi ici que ça va empêcher de plus en plus d'utiliser des plastiques. Or, il faut bien étudier que quand les polymères il va se décomposer, les sous-produits, donc les résidus, la biomasse, ne soient pas toxiques pour l'environnement et que les fragments ne soient pas toxiques non plus. Il faut aussi vérifier les nouveaux polymères, les tests donc de biodégradabilité et comment on fait pour prouver que notre polymère il est biodégradable. On a un test qui s'appelle les tests de Sturm. C'est un test qui est écrit dans la norme ISO 9400K. Comme vous voyez dans la photo, vous mettez votre polymère dans des Erlenmeyer et vous mettez en suspension d'un mélange de bactéries. Vous dégazez. Il y a un système dans lequel vous faites rentrer l'air, mais grâce à des solutions de hydroxyde de sodium et hydroxyde de barium, vous empêchez au dioxyde de carbone de rentrer. Mais vous laissez rentrer l'oxygène. Ici, il y a votre polymère et les bactéries. Si les bactéries mangent les polymères, ils vont libérer du dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone, il va rentrer dans ces solutions de hydroxyde de barium. Il va se dissoudre grâce à l'hydroxyde de barium. Et si on prélève ici
l'hydroxyde de barium qui reste et on fait un titrage, on peut mesurer la quantité de dioxyde de carbone dégagée par les bactéries. Donc, en pratique, vous mettez des Erlenmeyer avec une pompe et vous faites des prélèvements du dernier Erlenmeyer. Les graphiques que vous obtenez pour des tests de dégradation, ça ressemble à celui-là. Vous contrôlez la dégradation et vous mettez un polymère témoin, comme les polyéthylènes basse densité, qui n'est pas dégradé par ces bactéries. Vous voyez, les bactéries, ils n'ont pas produit de dioxyde de carbone. Pourcentage de biodégradabilité, presque zéro. Mais dès que vous avez un polymère qui est dégradé par les bactéries, comme ces matériaux polyuréthane, ben, vous voyez les quantités de dioxyde de carbone plus importantes et vous voyez que les matériaux, il est de plus en plus dégradé jusqu'à arriver peut-être à un plateau. Donc, les premiers tests qui est facile à faire, c'est les tests de Sturm. Un autre test, c'est l'enfouissement dans les sols. Donc, vous prenez un film polymère, vous les coupez en petits morceaux et vous le mettez dans un pot avec de la terre. Ensuite, vous ajoutez de l'eau et vous récupérez votre polymère après un jour, après un mois, après 3 mois, après 6 mois. Et vous analysez. Et vous pouvez mesurer combien de polymère a disparu par action des bactéries qui sont dans les sols, dans la terre. Et vous pouvez prendre des images et voir aussi comme la dégradation avance, donc dans la surface, dans les volumes. Parfois, quand on fait ces tests, on utilise aussi des plantes modèles et on regarde la plante modèle et la plante qui est dans un pot où il y a du polymère. Si la plante n'a pas de problème, a une croissance normale, ça veut dire que la dégradation, c'est pas toxique. Mais si la plante a des problèmes, elle a des malformations, n'arrive pas à pousser, ça veut dire que la dégradation du polymère produit des produits toxiques. Un autre test plus simple s'appelle simulation des sols. C'est juste mettre un polymère sous la surface de votre pot. Donc là, vous le mettez dedans. Ici, ben, vous le laissez juste sous la surface. Voilà, vous mettez votre polymère là. Et vous étudiez juste combien de temps il lui faut pour se dégrader. Aussi, ce seront des bactéries qui vont couper des liaisons. Mais comme les polymères, il est exposé à la lumière, à la chaleur et à tout le reste, c'est peut-être plus facile ou moins facile parce qu'il n'est pas à l'intérieur de la Terre où il y a plus de bactéries. Donc, vous avez 3 méthodes, mais vous avez encore plus de méthodes pour étudier si un polymère est biodégradable ou pas. Or, souvent, vous entendez parler de bioplastique et il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a des définitions différentes de bioplastique. Parfois, on parle de plastiques qui sont faites grâce à des monomères qui viennent de biopolymères. Par exemple, l'amidon, les maïs, la cellulose de bois. Mais parfois, les monomères sont les mêmes
que ceux qui viennent du pétrole. Donc, faites attention parce que vous avez une différence entre les biopolymères qui sont produits par des micro-organismes, des animaux et des végétaux, et les bioplastiques. Parfois, un bioplastique est produit d'un monomère qui est produit par une plante. Parfois, c'est un polymère qui est extrait de la plante. Et par exemple, les polyéthylènes, il est fait à partir de l'éthylène qui vient du pétrole. Les monomères est un gaz qui vient du pétrole. Mais il y a une méthode pour obtenir les polyéthylènes de la canne à sucre. Donc, il faut produire de l'éthanol de la canne à sucre et modifier l'éthanol pour obtenir l'éthylène. Quand vous allez polymériser l'éthylène qui vient de la canne à sucre, vous avez les polyéthylènes qui est les mêmes de celui-là que vous faites du pétrole. Donc, c'est les mêmes polymères, mais si les monomères viennent de la canne à sucre, on l'appelle un bioplastique. Et donc, souvent, vous avez ça, ou vous avez un bioplastique comme l'acide polylactique qui est obtenu à partir de l'amidon. Et donc, il faut faire attention parce que quand on parle de biopolymères, parfois, on pense qu'ils sont biodégradables. Or, les biopolymères, ils ne sont pas tous biodégradables. Vous pensez au caoutchouc naturel, les 6 en 4 polysoprène, qui est un biopolymère, mais il n'est pas biodégradable et il n'est pas un bioplastique non plus. Ensuite, tout ce qui est bioplastique sont des nouveaux monomères ou polymères qui sont encore obtenus avec un rendement très bas. Parce qu'il faut faire des extractions, il faut utiliser beaucoup de canne à sucre pour avoir de l'éthylène. Et le problème, c'est que si on utilise la canne à sucre, on a des résidus qui est la biomasse, qu'on doit utiliser. Si on ne peut pas l'utiliser, elle sera un nouveau déchet. Donc, tous ces monomères et tous ces polymères sont plus chers. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de production encore. Vous trouvez des bouteilles comme la Coca-Cola ou l'eau, dans lesquelles on vous dit que 30% vient des plantes et qui est 100% recyclable. Mais il faut être capable, comme chimiste, de comprendre quel polymère on a ici. Est-ce que c'est vraiment issu des plantes, 30%, et est-ce que quand on utilise la terre pour produire de la matière première pour faire des plastiques, on ne peut pas l'utiliser pour mettre des céréales pour l'alimentation des humains ou des animaux. Donc, ça peut amener à avoir des problèmes, comme c'est déjà arrivé, qu'il y a moins de production de blé que de canne à sucre, et donc les prix de la farine est plus cher, et ça pourrait être négatif. Alors, quel autre polymère on utilise et qu'on dénomme bioplastique ou qu'on peut utiliser pour extraire les bioplastiques? Donc, on a parlé déjà de l'acide polylactique, qui est aussi biodégradable.
qui est obtenu de l'acide lactique ou de l'ouverture du lactide, mais c'est un polymère très dur, très cassant. Et il faut faire des mélanges avec d'autres polymères pour améliorer les propriétés mécaniques. Il y a les polyhydroxyalcanoates, qui sont des polymères avec cette structure. Il y a la cellulose, qui est produite par les plantes, et l'amidon, qui est composé par deux polymères, l'amylose et l'amylopectine. Donc, on trouve des exemples dans lesquels on a des objets qui sont nommés bioplastiques. Faites attention que la publicité, elle n'est pas réaliste. Ici, on vous dit que si vous achetez ces sachets, vous allez réduire les émissions de CO2 parce que vous utilisez des plantes pour le produire et les plantes, ils vont absorber les CO2 pour produire du glucose. Mais si vous utilisez de la canne à sucre, ici en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que la matière première pour faire ces sacs, on doit l'importer, par exemple, de l'Amérique du Sud. Et si on doit l'importer, ça veut dire qu'elle doit voyager par avion, par bateau. Et donc, si elle doit voyager de l'Amérique du Sud à l'Europe, on est en train de produire du CO2 à cause du voyage. Donc, attention, il faut considérer les cycles de vie de production de quelque chose pour évaluer l'impact sur l'environnement. Il faut attention à la publicité. Et aussi, si vous faites un fil polymère, vous avez besoin d'ajouter des additifs. Et s'il n'y a que les monomères qui sont biobasés et tous les restes non, là, vous ne pouvez pas dire d'avoir un matériau qui est 100% biobasé. Et il faut faire aussi attention, ce que j'ai déjà dit, un bioplastique ou un biopolymère, ils ne sont pas forcément biodégradables. Donc, les polymères biodégradables sont seulement ceux-là qui ont une liaison que les enzymes produits par des bactéries ou des champignons ou des autres micro-organismes peuvent couper. Donc, vous en avez encore très, très peu. Il n'y a pas de micro-organismes qui produisent des enzymes qui peuvent couper la liaison carbone-carbone du polyéthylène ou du polypropylène ou du polybutadiène. Donc, essayez de vous rappeler, bioplastique ou biobasé, ça ne veut pas dire que c'est vraiment biodégradable. Là, vous avez un exemple, vous avez une culture, on obtient de la farine, on obtient des granulats, ils sont utilisés pour faire un sac. Les sacs utilisés, il va dans les composts. C'est un matériel biodégradable. On obtient du CO2, de l'eau et de la biomasse qui restent dans la terre. Grâce à la photosynthèse, on a une nouvelle plante. Ça, c'est vraiment un cycle fermé. Et ça, c'est vraiment une matière première biobasée. Un composé qui est un matériau qui est biobasé et qui est aussi biodégradable. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples. Maintenant, on va retourner à cette diapo. Donc ici, vous avez un résumé. Okay? Ce n'est pas moi qui ai fait cette diapo. Je l'ai pris en congrès, celui-là. Donc, vous avez des polymères en bas à
Euh, c'est où là? En bas à droite, des polymères qui sont biodégradables et qui sont d'origine fossile, qui viennent du pétrole, comme les bioplastiques, les polybétylsuccinates, les polycaprolatones, etc. Il y a des polymères qui sont biodégradables, mais qui viennent d'une plante ou d'un végétal. Ils sont biosourcés. Donc, l'acide polylactique, il est biosourcé et biodégradable, les polyhydroxyalcanolates et les formulations dans lesquelles on utilise l'amidon. Il y a des polymères qui sont biosourcés, mais ne sont pas biodégradables. Donc, vous pouvez avoir du polypropylène biosourcé, du polyéthylène terephthalate biosourcé, du polyvinylchlorure, mais il n'y a pas de micro-organismes qui peuvent les dégrader, donc ils ne sont pas biodégradables. Et enfin, la plupart des plastiques qu'on utilise aujourd'hui, ils sont non biodégradables et issus du pétrole, origine fossile. Donc les polyéthylènes, les polypropylènes, polyéthylène terephthalate. Donc si vous devez classer les polymères, vous pouvez classer dans ces 4 cases et vous pouvez reconnaître des polymères justement biosourcés, biodégradables ou du pétrole mais biodégradable ou du pétrole et non biodégradable ou biosourcés et non biodégradables. Donc vous pouvez classer certains des polymères dans ces graphiques. Or, cette partie sous les recyclages et sous les propriétés économiques des polymères et sous l'impact dans l'environnement est terminée. Donc, on va faire 2-3 minutes de pause et on commencera la deuxième partie sous les propriétés mécaniques.
Ok, on va reprendre cette partie. On verra ici quelques propriétés mécaniques des polymères, quelques propriétés thermiques et d'autres propriétés des polymères. Les étudiants qui sont aux mains, et vous aussi, vous aurez des cours sur ces sujets beaucoup plus dans les détails. Donc ça, ce n'est qu'en introduction. Les polymères, quand ils sont à l'état solide, ils ont une morphologie, ils ont deux morphologies principales. Soit les polymères, les polymères linéaires, à l'état solide, ils ont deux types de morphologie. Amorphe et semi-cristalline. La morphologie qu'on appelle semi-cristalline est la morphologie qu'on voit ici à droite. On voit des régions dans les solides où les chaînes de polymères sont bien alignées et sont ordonnées. Les régions amorphes, c'est quand les chaînes ne sont pas ordonnées. Et donc, il y a un autre type d'interaction entre les chaînes. Parfois, dans un même matériau, on peut avoir des régions amorphes et des régions cristallines. Ça dépend tout du procédé de mise en forme. Il faut mise en forme, ça veut dire qu'il faut faire des objets. Donc, il faut chauffer les polymères, le faire couler dans un moule, le faire refroidir et la vitesse de refroidissement, ça peut donner des régions amorphes ou cristallines. Quand vous avez une structure cristalline, vous avez des chaînes dans lesquelles il y a des interactions non covalentes et les polymères, les chaînes sont parallèles, sont ordonnées. Donc, les polymères linéaires donnent des régions cristallines, surtout avec une structure stéréorégulière et s'il y a des groupements polaires dans l'unité de répétition. Par exemple, si vous avez des groupements comme les carbonyles et des groupements comme les groupements NH ou les groupements OH qui peuvent donner des liaisons hydrogènes. Si on regarde l'exemple, ici, vous avez des interactions entre, par exemple, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Les liaisons hydrogènes sont tous les longs d'un axe. Donc, les chaînes de polymères sont obligées de se mettre de façon ordonnée et ils restent ordonnés grâce aux liaisons non covalentes. Donc, liaison hydrogène, liaison ionique, liaison de Van der Waals et liaison force de London. Et cet ordre est à niveau de moins d'un nanomètre. Okay? Les chaînes ordonnées comme ça, ils vont former des lamelles. Les lamelles, vous voyez, les chaînes sont repliées comme ça. Et une lamelle a un ordre entre 20 ou 60 nanomètres. Une lamelle, c'est une partie d'une structure comme celle-là, qui est une partie d'un objet qu'on appelle sphérolite. Les sphérolites sont composés par des lamelles qui sont deux feuilles
qui sont composées par les chaînes de polymères qui sont repliées parce qu'il y a des fortes interactions entre elles, interactions hydrogènes entre elles. Donc, vous avez votre polymère solide avec des régions cristallines qu'on appelle sphérolites. Et dans les sphérolites, les chaînes sont ordonnées. On peut faire un recuit ou annealing et un polymère amorphe, s'il va refroidir lentement, il va donner des régions cristallines. Les polymères cristallins, ils sont opaques. Donc, la lumière ne peut pas passer à travers. Sont en général de polymères très durs et à cause de toutes ces interactions, sont des polymères qui sont très résistants aussi aux solvants. Comme on a découvert ces régions cristallines, parce qu'on peut voir les sphérolites. Ils ont parfois un diamètre important. Et si on regarde les sphérolites au microscope, en lumière polarisée, on voit des objets sphériques avec des parties noires. Ces parties noires ça ressemble à la croix de Malte. Pour expliquer ces images, la seule possibilité, c'est de hypothétiser cette structure de chaînes qui vont interagir comme ça et qui vont former une feuille, donc une surface. Et ces surfaces, dans les sphérolites, sont orientées comme les pétales de cette fleur. Ok? Une sphérolite, ça ressemble beaucoup à une fleur de ce type. C'est pour ça qu'on ne parle jamais d'un polymère cristallin, parce qu'il y a en général que des régions cristallines. Par exemple, les polyéthylènes et les thermoplastiques, vous avez des petits cristaux qui sont enveloppés par des chaînes en constitution amorphe. Donc, on parle de matériaux semi-cristallins. On a trouvé parfois des matériaux au microscope qui avaient cette caractéristique. Donc, on voyait une ligne et on voyait des branches. Et en fait, ces images sont dues à des polymères qui vont former des lamelles et ensuite qui vont s'aligner tout le long d'un axe vertical. Et parfois, les lamelles se sont alignées sous un axe horizontal en parallèle. Donc, et perpendiculaire au premier axe. Donc, c'est la visualisation par microscopie des polymères à l'état solide qui nous a permis de déduire les structures des cristallites et les structures de ces objets qu'on appelle des micro ou des macro shish kebab. Ça ressemble à la viande du kebab. Et ici, vous voyez notre polymère comme les polyéthers éthers-cétones. Si on regarde les images en microscopie électronique en transmission, on peut voir qu'il y a des régions qui ont cristallisé. Ce polymère, il est très, très dur, très, très résistant à cause de cette structure. L'autre possibilité pour un polymère à l'état solide, linéaire, c'est la structure amorphe. C'est comme si les chaînes s'étaient agglutinées
comme les nouilles, noodles. Donc, vous avez des chaînes, mais il n'y a aucun ordre. Et les polymères amorphes, ils ont une structure similaire au verre, qui est un matériau inorganique amorphe. Et donc, les polymères amorphes sont transparents, c'est-à-dire la lumière, elle peut passer à travers. Et au-dessous de leur température de fusion, tous les polymères sont amorphes. Pardon, au-dessous de la température de fusion, tous les polymères sont amorphes, parce que vous donnez de l'énergie, les chaînes commencent à bouger et l'ordre est perdu. Donc, vous pouvez avoir des polymères cristallins à froid. Et pas mal de thermoplastiques sont amorphes, comme les polystyrènes, les polyméthylméthacrylates, les PVC. Qu'est-ce qui se passe quand vous chauffez un polymère? Justement, vous donnez de l'énergie et les spaghettis, ils vont se transformer en serpents. Ils commencent à bouger les uns aux autres comme les serpents dans un panier. Et donc, les polymères, ils passent à l'état fondu, à l'état liquide. Et il y a une branche de la physique qui étudie l'écoulement, la déformation des corps sous l'effet de la chaleur ou des contraintes, et c'est la rhéologie. Donc, au deuxième semestre, il y a un collègue à moi, donc c'est M. Lazare Beniania, qui va venir chez vous à Ho Chi Minh pour donner les mêmes cours de rhéologie qui est donné aux étudiants qui sont au Mans. Donc, premier semestre, vous avez la synthèse des polymères. Deuxième semestre, vous aurez quelqu'un qui va venir à Ho Chi Minh, au Vietnam, pour les cours de rhéologie. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on parle très, très peu de cette partie. Donc, on rappelle seulement qu'on applique une force à un liquide amorphe, on a une déformation. Si on relâche la déformation, on a une relaxation. Ça s'appelle un comportement élastique. Si vous appliquez en force et les matériaux bougent, coulent, ça c'est un comportement viscoélastique. Et on appelle la température de transition vitreuse, donc en anglais glass transition temperature, la température à laquelle vous passez de l'état de verre solide, amorphe, à l'état de caoutchouc, donc solide, élastique. Donc, vous aurez des cours pour parler de l'analyse thermique. Et ici, on donnera juste quelques définitions. Alors, à l'état solide, les polymères, ils peuvent avoir une morphologie semi-cristalline, amorphe, mais il y a aussi des polymères qui sont sous forme de cristaux liquides. Alors, c'est quoi un cristaux liquide? C'est un liquide, mais avec les mêmes propriétés que les solides. Alors, l'état liquide, on appelle anisotropique parce que dans l'état liquide, les molécules ne sont pas ordonnées. Dans l'eau, vous avez les molécules qui sont collées, mais ils ne sont pas ordonnés comme dans la glace, où ils sont figés, ils ne peuvent plus bouger. Et l'état solide, cristallin, est appelé isotropique parce que les molécules sont ordonnées. Dans des molécules à cristaux liquides, les molécules sont ordonnées, mais ils sont en phase liquide. Donc, on appelle mésophase les régions ordonnées dans les liquides. Or, pour
avoir des cristaux liquides, les molécules doivent être rigides, de forme allongée ou de forme de disque. On a découvert, on a découvert des molécules qui peuvent former des cristaux liquides et ensuite, on a fait des monomères du même type et donc, on a créé les polymères à cristaux liquides. Pour faire un polymère à cristaux liquides, les monomères, il doit être comme on vient de dire, plat. Donc, il doit avoir un noyau aromatique, un benzène ou des doubles liaisons. Et après, il faut quelques atomes de chaîne linéaire. Un monomère comme celui-là, il peut donner un polymère qui va avoir la possibilité de donner des régions à cristaux liquides. D'autres polymères qui donnent les cristaux liquides, ils ont une chaîne principale et après on a des branches. Ces branches sont par exemple des noyaux benzéniques et ça donne aussi des polymères cristaux liquides en peigne. Peigne, c'est celui-là qu'on utilise pour se coiffer. Donc, comme ils font les polymères pour donner des régions ordonnées. Quand on observe au microscope les cristaux liquides, les microscopes à lumière polarisée, les cristaux liquides, on voit des figures comme celle-là ou comme celle-là. Ça, c'est dû à l'interaction de la lumière avec des régions ordonnées ou désordonnées dans les liquides. Et donc, si vous avez des matériaux à cristaux liquides, des polymères ou des molécules qui forment un cristaux liquide, vous avez des régions dans lesquelles il y a l'ordre qui vont interagir avec la lumière de façon différente aux régions qui sont désordonnées. Et donc, les molécules ou les polymères qui forment les cristaux liquides, on a observé qu'ils ont une façon de s'ordonner. Quand ils sont tous parallèles, comme ça, l'ordre, on l'appelle nématique. Quand vous avez les chaînes ou les molécules qui sont parallèles, ordonnées dans un plan, et après dans un autre plan, et après dans un autre plan, mais vous changez ils sont perpendiculaires dans chaque plan. On a une mésophase qui s'appelle cholestérique parce que ce type de cristaux liquides a été observé pour la molécule du cholestérol. On a plusieurs types d'ordres de mésophase qui sont appelés smectiques. Donc, il y a smectique A, smectique B. Et là, vous avez les molécules alignées selon un axe, mais aussi alignées sous des plans. Donc, vous trouverez d'autres types de mésophase. Et vous voyez comment les molécules ou les chaînes de polymères, ils peuvent s'aligner. Pourquoi on parle des polymères à cristaux liquides? Parce qu'on les a utilisés dans beaucoup d'applications, notamment dans tout ce qui est écran, dans tout ce qui est écran de téléphone, de horloge, de montre. Pourquoi? Parce que souvent, vous pouvez appliquer un champ électrique et l'ordre des molécules polymères, des chaînes de polymères change. Ou la densité change, la viscosité
Donc, vous pouvez exploiter les passages de la lumière ou de l'électricité pour faire un dispositif. Donc, vous avez des exemples de polymères à cristaux liquides, semi-conducteurs organiques, qui sont utilisés dans l'optoélectronique, comme les fibres aramide de Kevlar de Dupont. Et après, vous avez tout ce qui est écran à cristaux liquides. Et donc, les ordinateurs portables, la télévision, les jeux électroniques, les téléphones et tout. Comme ça marche, par exemple, pour avoir la chiffre noire qui est sous ces fonds gris. Donc, vous avez votre lumière qui rentre et vous avez une grille qui va polariser la lumière. Donc, la lumière polarisée, il va rentrer ici dedans. Il y a votre solution, pardon, il y a votre polymère à cristaux liquides qui est désordonné. Donc, s'il est désordonné et amorphe, la lumière, elle peut passer. Et on voit qu'elle est déviée par l'interaction des molécules et elle va ressortir. On voit donc l'écran avec de la lumière. Ça, c'est la partie grise. Si vous mettez en différence de potentiel, en champ électrique, les molécules de polymère, ils vont s'aligner, les chaînes. La lumière polarisée, elle ne peut pas interagir avec les chaînes qui sont ordonnées. Et donc, elle va ressortir de la même direction. Ici, il y a une grille. Et donc, la lumière, elle ne peut pas sortir. Et votre écran, ça va être noir. Et vous avez donc la chiffre 9801. Donc, ça, c'était une des premières applications des polymères à cristaux liquides qui sont en conformation en mésophase, qui forment des mésophases qu'on appelle nématiques, twist, donc ils sont un peu tournés. Quel autre polymère vous pouvez avoir qui donne des cristaux liquides? Donc, on a dit fibre aramide de Kevlar, hydroxypropylcellulose, donc cellulose fonctionnalisée, polyparaphényléthylène terephthalamide. Donc, vous voyez, elle peut former des régions ordonnées grâce à des liaisons hydrogènes, qui sont dans les mêmes orientations. Donc, vous trouverez d'autres exemples, sans doute, de polymères à cristaux liquides. Donc, la morphologie des polymères, on a vu amorphe, semi-cristalline et cristaux liquides, trois morphologies principales. Pour les polymères à l'état solide, donc vous verrez beaucoup plus en détail les propriétés mécaniques. Donc, une des propriétés mécaniques, c'est qui est étudiée quand on a des matériaux polymères, c'est la réaction des matériaux à la contrainte. Donc, si vous prenez un polymère, comme celui-là, donc vous pouvez appliquer une contrainte. Par exemple, j'essaie de l'allonger et vous allez observer une déformation. Selon le comportement du matériau, vous avez des matériaux rigides ou élastiques. Or, ici, j'applique une contrainte et je n'ai presque pas de déformation. Donc, mon polymère, il a ces comportements. Je dois appliquer beaucoup de force pour avoir des petites déformations, même si je veux faire comme ça. Beaucoup de force pour avoir une petite déformation. Si j'applique trop de force, tac, il va se casser. On a donc
une rupture du matériau qu'on appelle rigide quand on a appliqué cette contrainte et on a cette déformation. Quand on a un autre type de matériau, on applique la même contrainte et on a une très, très grande déformation. Si je vais relâcher la contrainte, on revient à la dimension du départ. Un matériau pour lequel j'applique une petite contrainte et j'ai une grande déformation, c'est un matériau élastique. Donc, plus j'applique la contrainte, plus les matériaux se déforment de façon linéaire. Jusqu'à quand j'arrive ici. Ici, j'applique la contrainte et les matériaux s'étirent beaucoup plus facilement. On appelle cette région l'étirage à froid parce que les chaînes de polymères ils vont s'orienter, ils vont être dans une conformation plus cristalline, ordonnée. Et ensuite, vous avez à nouveau comme les polymères, cette fois, il est redevenu cristallin et il est plus rigide. Pour avoir encore une déformation, il faut encore à nouveau appliquer de la contrainte jusqu'à quand vous cassez votre matériau. Et là, vous parlez de rupture ductile. Okay. Grosso modo, vous avez deux types de matériaux avec un comportement extrême. Matériaux rigides qui donnent rupture rigide, matériaux élastiques qui donnent rupture ductile. Vous avez quelques formules pour faire des calculs. Donc, on appelle la déformation les rapports entre la variation d'une dimension sous la dimension initiale. Donc, combien il s'est allongé, combien les polymères s'est allongé par rapport à la dimension initiale. Et on appelle contrainte, les rapports entre la force et la surface. Alors, c'est vrai que c'est pas écrit. Ah non, passé. Donc, ça, c'est la force. Et ça, c'est la surface. Surface. Et elle, c'est la longueur, par exemple, si on parle de une déformation dans une dimension. Et ensuite, vous avez la loi de Hooke qui définit les modules d'élasticité. Donc, les modules d'élasticité, ou appelés modules de Young, égale au rapport entre la contrainte et la déformation. Les matériaux rigides, on a une grande contrainte et une petite déformation. Donc, les modules de Young est très élevé. Les matériaux élastiques, ici, on a une petite contrainte et une grande déformation. Donc, les modules, il est très bas, très petit. Ici, vous avez les mêmes diagrammes. Donc, il y a un résumé. Plastique dur en violet. Comportement des fibres textiles, par exemple, ou les nylons en bleu. Les fibres, vous voulez qu'ils ne se déforment pas beaucoup avant de se casser. Ensuite, vous avez les plastiques souples. Donc, les comportements, beaucoup de contraintes après allongement à froid et après rupture. Et en vert,
vous avez les élastomères, qui c'est les matériaux pour lesquels il y a un minimum de contraintes pour avoir une déformation. Donc, ça, c'est le résumé de tous les types de comportements des matériaux polymères à l'état solide vis-à-vis de la déformation. Et pour résumer, les modules d'élasticité vous permettent, à niveau de quantitatif, de classer les matériaux. Donc, les matériaux inorganiques, ils ont des modules de Young très élevés. Par exemple, les diamants, les oxydes, les céramiques. Les métaux, ils ont des modules de Young très élevés. Les polymères sont des matériaux beaucoup plus souples par rapport à tous les autres. Donc, ils ont des modules de Young moins élevés. Qu'est-ce qui provoque les modules de Young? C'est les interactions entre les molécules et les atomes des matériaux. Donc, en fonction de la structure chimique de votre monomère, eh bien, vous aurez un comportement mécanique et un module de Young pour votre polymère. Dans des monomères où vous avez la possibilité d'avoir des liaisons hydrogènes, des liaisons dipôle-dipôle, des liaisons ioniques, des liaisons de Van der Waals, vous avez des interactions qui sont plus ou moins fortes entre les monomères, entre les chaînes, et vous avez, comme on a déjà dit, des régions amorphes ou cristallines. Et donc, c'est ça qui ça va influencer les modules. La première chose, c'est la structure chimique de votre monomère, de l'unité de répétition. Mais la masse molaire aussi est importante. Parce que si vous regardez les interactions entre les molécules de méthane, le méthane, c'est un gaz. Les molécules d'éthane, c'est un gaz aussi. Vous avez 2 atomes de carbone. Quand vous arrivez à un hydrocarbure avec 5 atomes de carbone, vous avez un liquide. Quand vous arrivez à des hydrocarbures avec 18 atomes de carbone, vous avez un solide, mais très, très souple. Quand vous avez des polymères, par exemple un polyéthylène avec 100 monomères, là, vous avez un matériau qui est solide et qui est souple. Mais si vous avez un polyéthylène de masse molaire 1000 ou de masse molaire 1 million, vous n'avez pas les mêmes nombres d'interactions. Vous avez les mêmes types d'interactions, mais pas les mêmes nombres. Donc, du coup, vous avez un module qui peut changer, même dans les mêmes polymères, juste parce que c'est la masse molaire qui change. OK? Donc, les modules dépendent de la masse molaire de votre polymère et de la structure chimique de l'unité de répétition. Alors, vous pouvez étudier les modules en traction. Donc, vous déformez votre matériau, soit dans une dimension, soit dans 2 dimensions, soit dans 3 dimensions. Et pour avoir une idée, à température ambiante, vous avez l'acier qui a un module de 200 gigapascales. Les polymères linéaires, en général, ils sont autour de 4 gigapascales. Et si vous mettez des charges inorganiques, vous arrivez à 16, vous augmentez les modules. Les matériaux thermosètes, comme ils sont réticulés, ils sont autour de 6 gigapascales. Et les élastomères, non chargés, ils sont autour de 0,1 millipascal. Vous pouvez déformer un polymère en une dimension. Donc, je veux étirer mon matériau polymère. Je tire vers le haut et vers le bas. J'ai
traction dans ces sens ici. Mais j'ai un effet sous la section de mon polymère. Les moments que je tire vers les hauts et vers les bas, eh ben, les matériaux polymères, il va rétréchir. OK? Et donc, il va se déformer. Et on appelle ça déformation latérale. La déformation latérale change selon de la nature du polymère. Et on peut définir les coefficients de Poisson comme les rapports entre la déformation latérale et la déformation longitudinale. Alors, la déformation latérale, c'est l'aire de votre solide. Elle est plus grande au départ et plus petite à la fin. Donc, la différence entre l'aire de la fin et l'aire du départ est négative. Pour avoir un coefficient de Poisson positif, il faut mettre à moins ces rapports. La déformation longitudinale, elle est positive parce que vous avez la dimension finale qui est plus grande de la dimension initiale. Les coefficients de Poisson des polymères varient entre 0,33 pour des matériaux thermoplastiques rigides à 0,5 pour les élastomères. Vous pouvez aussi déformer un solide dans ce sens-là. Donc, vous opposez des forces sur la surface, mais dans les sens contraires. Donc, votre matériau polymère, il va se déformer. Et vous pouvez calculer un module de traction qui dépend des G, qui est les modules de cisaillement et du coefficient de Poisson, et qui dépend de K, qui est les modules de compression et du coefficient de Poisson. Donc, vous pouvez calculer ces modules, les rapports entre les modules de traction, les modules de cisaillement et les modules de compression pour la déformation des polymères à l'état solide. Donc, on a quelques notions de comportement des polymères à la température. Donc, si on a un matériau polymère solide à basse température, il va être dur, il va être fragile, donc vous pouvez les casser, il va être rigide et il va être comme les vitres, donc on peut voir à travers. Quand vous commencez à augmenter la température, vous passez une température qu'on appelle TG, température de transition vitreuse, et votre matériau, ça devient mou, ça devient flexible, et ça ressemble à du caoutchouc. Donc, la valeur de TG dépend de la nature chimique du polymère. S'il y a des groupements polaires, s'il y a des groupements qui ont de l'encombrement stérique ou des groupes latéraux, enfin, vous arrivez à la température de fusion, TF, qui est la température pour laquelle les polymères linéaires vont passer à l'état liquide. Donc, les spaghettis, ça devient des serpents. Donc, vous passez d'un polymère à l'état solide à un polymère à l'état liquide et l'énergie sert pour casser les liaisons entre les chaînes de polymères. Donc, il y a une façon de mettre les logarithmes du module en fonction de la température, parce que les modules de votre matériau polymère changent quand vous chauffez. Et vous avez une région qu'on appelle la zone vitreuse, quand le matériau est dur, et il est comme les verres amorphes. Après la température de transition vitreuse, on a une zone viscoélastique. Votre matériau
commence à couler. Une région dans laquelle il a les comportements comme les caoutchoucs, donc vous appliquez la déformation et les comportements élastiques, et ensuite vous commencez, si vous chauffez trop, à faire couler votre polymère. Celui-là, on va plus en parler cette année, donc vous ignorez ça, on va pas en parler. Ok? Donc, vous pouvez juste, on va s'arrêter ici. Vendredi, on a les derniers cours. On terminera quelques propriétés. Je vous donnerai aussi des exercices et des corrigés que vous pourrez faire sous tous les cours. Donc, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à vendredi. Donc, on va reprendre de la diapo 16. CM. Ok, bon. Je pense que vous êtes tous morts. C'est un.